français, c'est donc en français, hein. On a dit qu'on le ferait en français. exactement. Alors, bienvenue à Paris Cité. Nous avons, dans le cadre de l'Association des exprimés politiques chiliens en France, nous avons l'honneur d'accueillir Marcela Espinosa, qui est secrétaire de Villa Grimaldi et qui a publié un livre qui a pour titre 11 septembre 1973, une source de témoignages. Et 11 septembre 73, un manantial de testimonios. Et la maison d'édition, je n'ai pas vu. Ah, est-ce l'homme? Ah, avec l'homme, il a été publié cette année, hein, c'est ça 2024. Voilà. Donc, merci Marcela d'être là. Et si tu veux nous parler, nous présenter, voilà. Merci Véronique. Et bon, d'abord, la première chose que je tiens à vous dire, ça me fait un énorme plaisir d'être ici. Je vous remercie d'être là. Il faut que je parle plus fort. Oui, oui. D'accord, je le ferai. Et ça me fait un énorme plaisir d'être là, de vous rencontrer et de rencontrer des amis et de rencontrer une ancienne élève. Ça fait plaisir. Alors, je vous dis merci pour être là. Ce n'est pas évident d'arriver à cette heure-ci. Alors, merci d'être là et merci à l'association des anciens prisonniers politiques chiliens en France qui se sont chargés de réunir les conditions pour cette rencontre. Bon, aujourd'hui, je tiens à vous parler sur deux thèmes. D'abord, présenter le livre et puis parler de la Villa Grimaldi. D'accord? Voilà les deux thèmes que je voudrais aborder ce soir. Je ne le ferai pas, je vais essayer de ne pas être longue, bien sûr, parce que mon idée c'est d'offrir la parole. Bien. Alors j'ai préparé un PPT pour présenter le livre. Bien. Ça se projette bien? Oui. 11 septembre 1973. Bon, vous savez, la signification de cette date, tout le monde connaît, ce n'est pas la peine que je vous parle. D'accord? Le 11 septembre a été vécu de différentes manières parce que l'on veut. Et mon idée aujourd'hui, c'est de vous raconter comment est né ce livre-objet de création collective. Il y a deux mots qui m'intéressent dans ce titre-là, livre-objet. Pourquoi? Et j'insiste beaucoup à chaque fois que je le présente, parce qu'aujourd'hui on perd la lecture du livre. Et je pense que c'est tellement important de lire et d'avoir l'objet. Et alors c'est pour cela que j'insiste sur ce concept de livre-objet. D'ailleurs, on peut le faire circuler, non? Hector, Ah, je crois que tu vas... Ah oui, c'est prévu. Ah, C'est excuse-moi. prévu. J'anticipe. D'accord. Et création collective. La production de ce livre a été une production collective et la publication ça a été financée par les auteurs de témoignages. Tout a été fait gratuitement. Je tiens à vous dire que je crois beaucoup à la création collective. Je sais que ça pose des fois des difficultés, mais quand on a la volonté de le faire, il est possible de réussir. Voilà l'objet, le livre-objet. Je vais vous montrer tout à l'heure. Alors, pour présenter d'abord, comment ce projet a été décidé?
on a réfléchi, on était dans le contexte de 50 années du coup d'État. Et alors, on a décidé de présenter, à l'époque, je n'étais pas secrétaire général de la Villa Grimaldi, et on a décidé de présenter le projet en tenant compte de certaines réflexions. Quelles sont les réflexions qu'on a fait avant de présenter le projet? Les souvenirs sont multiples. Par conséquent, les mémoires sur un événement du passé sont également multiples et diverses. Il n'y a pas une seule mémoire. Elles sont multiples et très très diverses. L'autre idée qu'on a retenue, c'est travailler la mémoire pour actualiser le passé est un travail très très complexe. Et surtout quand on travaille des faits qui est traumatique. Mais c'est un exercice qui nous permet de nous guérir. Et ça, c'est une idée que je considère très importante. Et la mémoire s'exprime à travers des souvenirs. Et les souvenirs sont un dispositif de reconstruction de la mémoire individuelle et collective. Voilà les idées autour duquel nous avons construit le projet. Le projet est présenté à la Villa Grimaldi. Le directoire de l'époque nous a dit « Vamos, c'est un bon projet, vous le mettez en place. » Voilà. Alors, le projet a été accepté et on a convoqué, on a fait l'invitation à participer par les réseaux de la Villa Grimaldi et nos réseaux aussi individuels. Et je tiens à vous dire que ce projet, au début, il s'est adressé seulement aux femmes. Nous voulions à l'époque travailler avec les femmes, mais très rapidement, il y a des compañeros qui nous ont demandé d'y participer. Et alors, on a ouvert le projet à tout le monde. Et là, je tiens à vous raconter que j'étais très étonnée à l'époque, parce qu'il y a des gens qui ont demandé à participer dans le projet qui n'avaient pas vécu le coup d'État. Et alors, comment faire avec eux? Il ne s'agissait pas à ce moment-là de fermer les portes à un projet qui était collectif. Alors, on a trouvé une manière. Et j'étais étonnée pourquoi? Parce que c'est des gens qui ont construit une mémoire à partir de ce qu'ils avaient reçu comme information de la part des grands-parents particulièrement, de la famille, des professeurs. Ils avaient construit la mémoire du 11 septembre. Et ça m'étonnait. Plus encore, ils l'ont intégré à leur biographie. Et ils ont été capables d'écrire sur le 11 septembre. Alors, dans le livre, vous allez trouver des personnes qui n'ont pas vécu le 11 septembre, mais qui ont fait le récit. Alors, j'ai trouvé ça étonnant. Et ça me montrait que, parce que nous, au Chili, on est très critique, autocritique. Et on se dit, non, on a mal travaillé la mémoire, on n'a pas fait ceci, cela. Mais ça montrait qu'on avait bien travaillé la mémoire en réalité. Parce que la mémoire au Chili, même si aujourd'hui on met en cause tout ce qui s'est passé lors du coup d'État et tout ce qui s'est passé dans la dictature, la mémoire, elle reste. Et la Villa Grimaldi essaye de la maintenir. Alors, changement, on ouvre le projet, il devient mixte. Bon, alors, comment on a travaillé cela? On a fait des ateliers. On a fait 3 ateliers. Comme on avait compris que
le travail de mémoire était un travail complexe et on a créé des groupes intégrés composés par entre 10 personnes et 12 personnes, pas plus que ça. D'accord? Et alors, on a fait 4 modules dans chaque atelier. Un de nos objectifs, et moi je pense que c'était peut-être le plus important, c'était offrir la possibilité d'écrire à des gens qui n'ont pas un protagonisme dans l'espace public. Voilà un des objectifs les plus importants. Et alors, il a fallu expliquer comment faire un témoignage. La didactique, si vous voulez, de la construction d'un témoignage. Et là, une autre chose qui m'a beaucoup émue, c'est que là, parmi les témoignages, il y a même un témoignage d'une personne qui était analphabète. Et là, pourquoi j'étais tellement émue? Parce que c'est ça aussi la parole aux gens. Tout le monde a une mémoire, et même si on ne sait pas lire et écrire, on peut la transmettre. On peut, si on accorde les moyens, et si la personne est disponible pour le faire. Voilà, et alors, on a fait là, je vais me mettre à vous expliquer tout ça. D'accord? Bon, on s'est présenté. Dès qu'on a commencé, on a compris que ça allait être un travail difficile, parce que les gens commençaient à se rappeler du 11 septembre 1973, et les gens se mettaient à pleurer. Tellement ils s'étaient émus, et tellement ça avait gardé dans leur cœur ce jour-là. Alors, j'ai demandé de l'aide à un camarade psychologue pour qu'il me donne certains conseils pour travailler sur ça. Finalement, on a réussi. Voilà. Et alors, on a commencé, le premier jour de l'atelier, on a commencé par une chronologie qui montrait, une chronologie générale, d'accord, de ce jour-là, qui montrait le développement de ce jour-là. Et cela a motivé, bien sûr, le dialogue entre les participants. Alors là, je vous montre la didactique que je vous ai utilisée, d'accord, comment construire une histoire autobiographique. Le thème, c'était le jour du coup d'État. Et là, il fallait enseigner comment le faire. Et lors du module numéro 3, déjà, ils ont commencé à écrire leur mémoire de ce jour-là. Et à chaque fois qu'on a fait des exercices aussi, d'accord, parce que c'est pas évident on a des souvenirs, mais quand on est face à la feuille en blanc, c'est pas évident de se mettre à écrire, hein. Vous le savez. Et alors, ils s'écrivaient, et après on partageait, on faisait la mise en commun, et voilà, et on était tout le temps en train en retour et de donner des conseils. Et bon, là, ça vous montre le travail dans les ateliers. Il y a eu toujours un dialogue qui était constant entre les gens qui participent. Lors du 4e module, là, ils terminent les textes. Là, ils sont lus, le résultat du travail qui serait fait. Et là, ils ont envoyé le texte brouillon à l'animatrice de l'atelier, à ce cas moi, pour commencer le travail d'édition. Et je tiens à vous dire une autre chose. En réalité, quand on a commencé ce projet,
on ne pensait pas à publier un livre. On pensait à publier les témoignages dans les réseaux sociaux. Et bon, quand on a avancé, quand on a convoqué la première fois, on avait pensé à 2 ateliers, pas plus que ça. Et alors, tellement les gens ont voulu participer qu'on a fait un 3e atelier. Et en plus, des gens m'ont envoyé, par différents moyens, m'ont envoyé leurs témoignages. Et alors, je suis arrivée à 50 témoignages. Clin d'œil pour 50 années. Et les gens de mon entourage m'ont dit, il faut publier, tu ne peux pas regarder tout ça. Parce que la ville, l'image, ne pouvait pas publier 50 témoignages. Et c'est là qu'on a commencé à construire l'idée de, voilà, les récits qui ont été publiés, les seuls qui ont été publiés à la Villa Grimaldi. Et j'en avais plus que ça. Et alors, là, il a fallu penser à construire l'idée du livre. Il fallait financer le livre. Et c'est là que tout le monde a dit, bon, chacun va apporter, et on va le publier. Et heureusement qu'on a trouvé certains mécènes et on a pu financer ce livre. Voilà. Et comment, alors, l'édition de Bouillon, comment cela a-t-il été fait? Un travail individuel avec chaque participant, d'accord? Et un premier envoi de correction, par courrier, excusez-moi. Je suis un peu trahie des fois par mon français, hein, parce que ça fait un peu de temps que je ne parle pas, d'accord, excusez-moi. Et après, on a fait des entretiens en ligne avec les auteurs pour affiner, finaliser les écrits. Voilà. Le projet final, une fois toutes les histoires terminées, l'animatrice de l'atelier commence le travail d'édition du livre, objet. J'ai réuni toutes les biographies des auteurs. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit, il faut rompre le silence. Et pour nous, ça voulait dire rompre l'anonymat. C'est là qu'on casse vraiment le silence. Quand on est capable de dire, moi, avec mon nom, moi je déclare, je dis, je témoigne cela. Et ça, tout le monde ne voulait pas. Donc, que la biographie apparaisse sur le livre. Mais finalement, les gens se sont convaincus du besoin qu'il y avait là. Et on a un seul témoignage anonyme dans le livre, qui m'est arrivé des conceptions. Et je pense qu'il s'agit d'une femme qui a fait ce témoignage. Et je me suis posée, je me suis interrogée sur si je l'ai publié ou je l'ai laissé de côté. Mais je ne pouvais pas me permettre de censurer. D'un côté, il y a eu ça. Et puis, je me suis dit, bon, il doit avoir une cause très importante pour laquelle elle ne veut pas publier sa biographie. Alors, il y a un seul témoignage qu'on ne connaît pas l'auteur. Alors, résultat de cette création, un livre-objet qui contient 50 mémoires du 11 septembre de 1973, écrites par des personnes qui ne sont pas connues dans l'espace public. C'est ça l'importance. Après, on a fait, bon, là c'est une phrase qui
je propose, quand on travaille la mémoire s'oppose à l'oubli et possède la vertu de vivre. C'est ce que j'ai dit au début de cette présentation. Bon, ce projet, on l'a commencé en novembre 2022 et on a présenté le livre le mois d'avril 2024 avec une salle pleine de gens à la Villa Grimaldi. Et après, on a commencé la diffusion du livre. Où il est ce livre aujourd'hui au Chili? Dans beaucoup d'écoles. Beaucoup. Écoles. Lycée. On a fait tout un travail de diffusion. Le livre, il s'est diffusé gratuitement. Et il est dans les lycées et aussi dans les bibliothèques publiques. Voilà. Il reste très peu de copies, mais j'en ai quelques-unes depuis. Voilà. Voilà pour la présentation du livre. Et alors, c'est ça. Voilà le résultat. Et alors, je ne sais pas comment faire. Combien il y en a? Pas pour tout le monde. Et voilà, c'est ce qui me reste. 11. On peut... Oui, Oh, ça va, c'est bon. Donc, il y aura un pour bon. chacun. C'est bon. c'est super. Allez, je veux passer. Tiens, tiens. Voilà. Entro ya tiene. Electro también lo tiene. Bon, alors, maintenant, je vais vous offrir la parole. Voilà. Et Véronique. Véronique. Merci. Alors, si. Alors, peut-être que, je ne sais pas, à Toulouse, on a fait la présentation. On a lu quelques témoignages. Et ici, j'ai l'impression que la majorité parle l'espagnol. Oui. Alors, je tiens à vous lire. Excuse-moi, est-ce que tu auras encore besoin de l'écran là? Si. Ah d'accord. Non, c'est pour la lumière parce qu'il y a l'enregistrement. Ah, et on peut éteindre et après on... Non, c'est bon. Je sais celui qui veut lire, Philippe C. D'accord, celui-là. Je l'ai oublié. Oui, on va lire, alors, un témoignage qui en réalité ce n'est pas... Elle n'a pas gardé les structures que j'avais appris, et c'est plutôt une poésie. Je suis à la page 41. Bien. Me despierto sobresaltada. Son las 9 de la mañana y nadie nos avisó para tomar desayuno. Silencio. Corrí al dormitorio de mis hermanos. Dormían. Silencio. Corrí a la sala de estar y vi a mi mamá con cara de preocupación. Escuchaba la radio y creo que también la tele. Pregunté sin hablar. Golpe de estado, dijo mi mamá. Me derrumbé en la alfombra. Silencio. Ruido de aviones. Día gris.
hermanos asustados, el menor debajo de la mesa del comedor. Bombardearon la moneda. El pueblo unido jamás será vencido. Lloré. Fui a mi dormitorio y canté la plegaria del labrador. Silencio. No sé qué hacer. Nada que hacer. Crear, poder popular. La población Ho Chi Minh, los pobladores, mis compañeros de partido. Fui militante desde los 12 años. Hernán en la Universidad Técnica del Estado. Se me heló la sangre. Buscaban personas. Escucho. Más temprano que tarde se abrirán las grandes alamedas. Lloro. Avisan que el presidente Allende se había suicidado. Yo grito, lo mataron. Camiones de milicos pasan por mi calle. La gente aplaude. Mamá, ¿me van a matar? Y me mataron. Tenía 13 años y me mataron. Verónica Anduesa Meri es la autora de esta poesía tan profunda, en verdad. Ella es profesora de artes y en verdad ella nunca quiso hacer su biografía, nunca quiso, pero más que nada porque un poco tímida, y la biografía en verdad la hice yo, porque ella nunca quiso hacerla. Nunca me entregó los datos y yo la hice. Profesora de artes visuales, mujer delicada, de honda mirada. En una de esas tardes de diciembre del 2022, Vero nos sorprendió al leer en voz pausada el primer borrador de su testimonio poema. En silencio y con los corazones latiendo fuerte nos miramos y comprendimos que estábamos frente a una poetisa que con su profunda sensibilidad supo decir que ese 11 nos mataron. Hay otro texto que es, ella es una profesora, el texto que voy a leer ahora es de Janet Curiwinka Huenchun, una campesina, de origen campesino, mapuche, y que sobre su vida ella escribe: nací en Santiago, pero a los pocos meses de mi nacimiento... Nací en Santiago, pero a los pocos meses de mi nacimiento mi madre me llevó al sur, donde crecí en el campo con mi familia materna. Luego, a los 13 años, volví a la capital y desde entonces vivo en La Hormiga, Peñalolén. Desde niña me gustó cantar y después de formar mi familia, hice de la música mi oficio y mi pasión. Como cantora popular, puedo afirmar que este es un trabajo noble y generoso. Con mi canto llevo el arte a las calles, denuncio injusticias y a veces soy la voz de aquellos que sufren. Ella cuenta el día 11 y lo tituló "Ese día lo guardo en mi memoria". Me encontraba a orillas del estero acompañando a mi mamá mientras ella enjuagaba la ropa que lavaba con una dentiza. Escuchamos la típica radio a pilas que existía en esa época para seguir ciertos programas o bien las noticias del día. De pronto, escuché llantos y vi que ambas se abrazaron. Mi madre pronunció fuerte el nombre de sus hijos que vivían en Santiago y le rogó al Chab Neguechen que los protegiera. Dios mapuche. Deprisa dejó de lavar, me tomó de la mano y me dijo: volvamos a casa. Asesinaron al presidente. Lloró en silencio durante todo el camino y luego en nuestro hogar su llanto explotó en miles de lágrimas. Con el paso de las horas se fueron agotando las pilas de la radio. Solo se sabía que en Santiago no se podía circular en las calles. Al no tener noticias, la angustia crecía en los padres y madres de las comunidades por aquellos hijos que habían dejado sus casas con rumbo a la capital, buscando lo que el campo no les ofrecía. Los imaginaban regresando a sus trabajos en medio del peligro de la ciudad en ese martes 11 de septiembre, del bombardeo de La Moneda. Recuerdo que, a la mañana siguiente,
Las noticias contaban que los milicos habían lanzado personas muertas al río Dolten y a la Jipé. La gente de mi pueblo estaba expectante. El ruido de los aviones y helicópteros era ensordecedor. Las familias se refugiaron en sus hogares, temiendo que los bombardeos de la capital pudieran también producirse en nuestro pueblo. Janet. Ella es una cantora popular bien conocida en Chile y tiene el mérito de, bueno, de contar el 11, digamos, en su pueblo. Porque en general los testimonios que se conocen son de Santiago más que nada. Entonces, como pueden ver, la naturaleza que tienen, la característica de estos testimonios es que son testimonios que vienen de aquí. Je crois que tu as oublié que peut-être il fallait parler en français. Non, Je suis sûr quand même. Ah d'accord, ok. Parfait. Benoît, suis. Non, on s'arrête en espagnol. Oui, on va revenir au français. D'accord. Bien, est-ce qu'il y a des questions à me poser? Philippe aussi, il a écrit. Et moi, je me demande, parce que dans le processus de recueil de témoignages, et après l'édition, il y a eu cet entretien individuel anonyme, et je me demandais un peu comment c'était quel était l'objectif, aclarar dudas ou... Corriger. Là, c'est un travail qui est très délicat. Parce que la consigne c'était faire 30 lignes, mais pas dépasser 30 lignes. Tu comprends, il y en a eu qui ont fait même sur 60. Et alors il fallait faire ça. Ça c'est pas évident, d'accord, parce que les gens tiennent avec ce qu'ils écrivent. Et alors, corriger les phrases, la manière de les dire, améliorer l'écriture. Tu comprends, c'est ce travail-là, tout en gardant l'idée centrale et surtout les sentiments exprimés. Mais c'est un travail qui est long et très délicat. J'ai vécu l'expérience, parce que j'ai écrit mon once, et donc je fais participer à toutes les personnes qui étaient ces jours-là, depuis que je me suis levé, donc mon père, ma mère, mes frères, donc tous ceux qui ont vécu ces jours-là avec moi. Et donc je passais là vraiment de 30 lignes. Vous imaginez là, la discussion qu'il y a eu autour de quelle partie éliminer, quel personnage faire disparaître, parce que j'avais écrit de telle façon que les personnages qui participaient, à la fin, je racontais leur histoire, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé avec chacun d'eux, et après le 11. Donc, ça a été compliqué, difficile. Mais c'était un travail nécessaire. C'était presque une nouvelle. Oui. Et autre chose importante là sur le livre qu'a édité Marcella, c'est que ici vous allez trouver des militants engagés, très engagés, d'accord? Des gens très proches de la commission politique du MIR, d'accord, qui racontent ce jour-là. Des paysans, et Jeannette était une jeune fille paysanne à l'époque, d'accord, elle raconte qu'elle est allée à Santiago, elle est revenue, mais enfin, il y a la femme analphabète, il y a des étudiants comme nous, à l'époque nous étions des lycéens, d'accord, donc avec Claudio, on était au même lycée. Donc, peut-être s'il raconte son histoire, on va se retrouver dans cette histoire-là. Donc, c'est un livre où vous allez trouver des profs universitaires, des étudiants, des ouvriers, militaires, des gens qui faisaient leur service militaire ces jours-là, des gens qui étaient au nord. Il y a eu des témoignages d'Antivilo, c'est un camarade qui habite à Bordeaux et qui nous a raconté son histoire. Il a dit je veux participer, parce qu'il a su qu'on allait faire ça, il a dit je veux participer, donc il a raconté ça et le travail là ça a été un peu plus compliqué au niveau de l'édition puisqu'il fallait s'écrire, pas
facile à rédiger, à faire les résumés. Donc c'est un livre, de ce point de vue-là, comme disait Marcella, complet, puisque montre le 11 septembre vécu par 50 personnes différentes. Suite à ta réponse, je sais qu'il y a un contexte, il y a un appel qui est fait par rapport à la vie animale, mais est-ce que dans la diversité de toutes ces paroles, de tous ces récits, il y a quelqu'un qui parle de l'autre côté, à partir de l'autre côté de la monnaie? Je veux dire, quelqu'un qui peut-être d'un milieu de droite ou d'un quartier riche. Est-ce qu'il y a eu des récits qui ont été reçus avec, à notre regard par rapport à ça? Non, on n'a pas reçu. Et ça a été un sujet de débat. Oui, ben oui. Parce que c'est la mémoire collective, elle appartient à tout le monde. À tout le monde. Et le premier atelier, quelqu'un a posé la question. C'était la question que je viens de poser. Et je me suis dit, il faut accepter, il faut publier. À ce moment-là, on n'a pas passé au livre. On est passé seulement à publier sur les réseaux de Villa Grimaldi. Et moi, je me suis dit que oui, si je parle de 1000 mémoires, bon, il faut accepter. Et ça a été un débat très dur, parce qu'il y en a d'autres qui ont dit, mais non, ils ont eu tout le temps pour écrire, et ils ont les moyens pour le faire, qu'ils le fassent, pas ici, pas la Villa Grimaldi. Voilà, ça a été un débat très dur, mais heureusement, on n'a pas reçu, on n'a pas dû faire face à cela. Mais par contre, l'année dernière, je fais une formation pour les professeurs d'histoire. Et puis là, j'encourage les gens, je motive les gens à que dans les cours d'histoire, intègrent les témoignages. Peu importe quel thème, mais ça donne une vision plus humaine de l'histoire. Et là, je présente des témoignages des personnes de droite. Il n'y en a pas beaucoup, Alexandra. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a très peu, c'est dur de les retrouver. Mais il y en a, j'en ai et je les présente aussi. Parce que ça, c'est différent. C'est dans le cadre d'une classe. Et dans la classe, il faut présenter différentes postures face à l'histoire. Par rapport aux personnes qui ont écrit ici, il y a deux personnes très importantes, d'après leur histoire. Il y a Inès Eraso, voilà. Et il y a aussi la mère de Pellegrini, le commandant de FPMR, d'accord, qui ont su et ont voulu participer et écrire leur 11. Donc, et c'est le premier qu'on a reçu. Oui. La mère de Pellegrini, c'est le premier témoignage que j'ai reçu. Et là, c'est l'épouse. Comment se llama ella? El nombre. Ah, j'ai oublié son nom. Tu poses une colle. C'est dans la première partie. Sí. Judith Friedman. Judith Friedman, c'était l'épouse du recteur de Friedemann Wolowski, non. Judith Friedemann Wolowski, c'est la mère de Pellegrini. Et Inès Eraso, c'est l'épouse à Kilber. Kilber, c'est Kilber. le recteur de... Voilà. Et il y a un autre témoignage qui est intéressant aussi, celui qui est écrit par Noémie Baeza. Et vous savez qu'elle raconte le jour du coup d'État, Allende allait faire, il y a eu une exposition organisée à l'université. Et Allende allait se rendre là. Et Victor Jara, il a été invité.
Et il est allé. Il était très copain à Noémie, qui travaillait dans le service culturel de l'université. Et elle a été pendant tout le jour avec Victor Jara. Et elle raconte, et ce que j'ai retenu, je vais le dire en espagnol, c'est comment elle va perdiendo, porque él tenía una sonrisa muy linda. Y él durante todo el día va perdiendo la sonrisa. Y es eso lo que ella cuenta. Tu m'as compris, Benoît? C'est très émouvant. Voilà, c'est les dernières heures de Victor Jara, qui apparaît là, écrite par Mimi Baez. Y que en ese caso, el raconte aussi le joue à la Et là, il y a des croisements de données. Voilà. Et c'est à partir de là qu'on peut construire une mémoire collective. Voilà pour ce livre-là. Ça c'est devenu un adolescent pour moi. Un adolescent, je vais là le faire partir parce que, bon, on a d'autres projets, d'accord, toujours dans l'écriture. Et en novembre, je vais lancer un autre projet, un autre livre aussi. Et là, c'est le dernier qui nous reste. Alors, voilà. Et s'il n'y a plus de questions, je vais passer à l'autre. Le livre, il a été diffusé partout dans toutes les villes, du nord au sud? Non. À Santiago, Non, parce que je pense que c'est incitatif pour d'autres témoins de cette date du septembre, pour écrire leur histoire aussi. Je pense que c'est très riche et ça... On nous a offert la possibilité de publier encore, parce qu'on en a fait 500 exemplaires. Combien? 500. Ouais, 500. Et alors, on a offert, on nous a dit gratuitement aussi, et je sais pas, je m'interroge sur ça. Parce que, comme je te dis, ça devient un adolescent. Les adolescents sont difficiles, on veut faire partir pour commencer d'autres choses. Voilà, mais je ne sais pas. Je sais pas, mais vraiment, quand je suis... parce que on est allé les présenter dans les lycées et les élèves, là, sur Instagram, à Santiago particulièrement. Et là, je montre des photos dans mon mur d'Instagram, là, quand je partage avec les élèves, tout ça, et ça les intéresse. Ils sont intéressés. Je pense que tous les territoires doivent être concernés. Ah ben oui, je sais, oui, je sais. Oui. On est en train de le traduire. D'accord, donc une fois qu'il soit traduit en français, et on va l'offrir aux institutions françaises, c'est-à-dire, je ne sais pas, l'association des prisonniers politiques, les associations qu'il y a dans les différentes villes de la France, on va l'offrir pour qu'ils puissent le faire monter à leur réseau. Mais ce n'est pas facile de le traduire. Hein. Je pense que c'est plus facile de le faire par l'intelligence artificielle. Après, il faut relire et corriger parce que... oui. Une question, en fait, un peu de transition avec ta deuxième partie. Un des problèmes, des problématiques pour les Chili depuis 130 ans, c'est justement la question de la transition de la mémoire. La transition de la mémoire. Et jusqu'à maintenant, on voit l'énorme problème de tous les organismes, aussi de mémoire, l'association, pour travailler de façon aisée au milieu de l'institution chilienne et en particulier l'école publique. Parce qu'il faut voir
il n'y a pas de programme précis, si je comprends bien, dans le lycée pour enseigner ce qui s'est passé dans ce lycée. C'est juste un passage. Et après, ça dépend des professeurs. Ça dépend des professeurs, c'est ce qu'ils vont dire ou pas dire. Et donc, l'important de ces livres-là, c'est pour ça que ça m'a parlé 100 ans, ça m'a parlé peu. Par rapport à un travail que ça peut se faire, parce que nous, en tant qu'association des dictionnaires, on fait des témoignages dans les lycées, ici en France. Et vachement, franchement, les élèves sont des terminales et des d'espagnol. En général, c'est ça, et c'est les profs d'espagnol qui nous contactent. Mais ils sont très intéressés par les témoignages du point de vue d'eux, c'est-à-dire en France, et nous, on témoignage aussi en tant qu'étudiants. Et donc, une partie importante des témoignages, ça dérive vers la vie des exils, sur la vie des exils. Mais je pense que Chili, ça va être différent. L'importance, parce que c'est un événement le 11 septembre, et tout ce qui s'est passé après, c'est un événement qui a tracé la vie de beaucoup de monde, qui a changé la vie pour toujours dans beaucoup de monde, qui a changé le caractère, qui a changé plein de choses. Et donc, et le fait de pouvoir avoir des sentiments comme ça qui sont simples, parce que c'est pas une étude politique, c'est pas une situation politique, c'est justement qu'est-ce qu'il y a vécu. Parce que, évidemment, que quand j'entends les. J'ai le souvenir de ce que j'ai vécu le 11 septembre, mais tout de suite, l'histoire est là, et moi je l'ai fait au lycée. On était au lycée avec la radio de la chrétienté. C'est marrant, c'est une histoire, je le dis rapidement, on était au lycée, et là, et vers 8 h du matin, on devait rentrer en classe, et tout le monde, et au centre du lycée, il y avait un kiosque des commerçants, c'était très pauvres, et qui vendaient des petites comment ça s'appelle, des gâteaux, des boissons, des choses, donc tout le monde allait là-bas le matin, et eux, ils savaient un maillot à pile. Et tout d'un coup, on voit que les élèves commencent à se réunir autour de la radio. Et là, il est en train d'écouter qu'il y a un coup d'État. Et là, rapidement, après, les profs essaient de faire rencontrer, mais rapidement, c'était. Et nous, on s'est mis en assemblée. Et donc, c'est des souvenirs comme ça que. Et donc, bref, pour dire. Et donc, par rapport aussi des mémoires, pour faire la transition, un des travaux les plus importants, c'est pas seulement de faire connaître ce qui s'est passé. Par exemple, l'Allemagne, la vie de ceux qui sont vécus, qui sont morts, mais aussi de ceux qui sont vécus. Et comment faire, et en même temps, votre travail de mémoire, et à part ça, quelle autre voie vous utilisez par là, et les difficultés devant les difficultés financières, tout se passe pour le financier. Et aussi, après, si tu peux parler un peu, quelles sont les. Comment vous voyez là, par exemple, des associations par l'extérieur que vous connaissez, il y en a plein partout en France, au monde, il doit y avoir une trentaine, Chiliens, des Chiliens. Comment nous, on peut, d'une certaine façon, s'associer, travailler, répercuter, faire des échos, des choses que vous faites là-bas, et qui pour nous, ça nous intéresse aussi de faire.
question, comme tu le dis. Bon, d'abord, faire des projets comme ça, c'est long. C'est long. Ça pose un travail qui est un grand travail. Et il y a le problème de financer ces projets. Toujours quand on fait des travaux, des mémoires, on a ce problème-là. Aujourd'hui, tu sais, c'est très difficile de financer. Et alors, c'est pour cela que cela a été financé par les auteurs de témoignages. Et bon, aujourd'hui, dans le contexte actuel, de la montée de l'extrême droite, et les lieux de mémoire se trouvent menacés. Ils se trouvent menacés parce que bon, les candidats, il y en a trois, l'extrême droite, trois d'extrême droite. Et avec C10, ils leur disent déjà qu'ils ne vont pas financer les lieux de mémoire. C'est déjà clair et net. Et alors, si un de ces trois candidats arrive au pouvoir, alors la question se pose immédiatement. Comment on va continuer à fonctionner? On ne peut pas fermer les sites de mémoire. Ils ont une fonction très importante de mémoire et aussi de défense des droits de l'homme. Alors, on est dans ce contexte-là et nous pensons que dans le cas de, s'il y a l'arrivée des CAS, je ne sais pas si vous connaissez le candidat, on aura besoin de la solidarité internationale. Sur le plan financier, et non seulement sur le plan financier, et aussi de la solidarité, hein, parce que ces lieux de mémoire risquent de fermer. À la Villa Grimaldi, il y a 22 travailleurs qui se chargent, je sais, on fait un travail énorme, hein, énorme. Je ne sais pas si vous connaissez la Villa Grimaldi, s'il y en a certains qui connaissent, d'accord? Mais Benoît, il a par exemple visité, c'est un espace énorme qu'il faut entretenir. Et on fait plein de projets. Et tout ça, il faut le financer. Alors voilà le risque. Je ne sais pas si je te réponds, parce que là, il faut se mettre dans ce cas. Parce que là, il y a le révisionnisme. Le négationnisme qui monte, qui vient de l'extrême droite. Ça démontre là, et dans la campagne actuelle au Chili, pour les élections, le problème du coup d'État et de la dictature civile et militaire au Chili, ça a été au milieu de la discussion. Hein. Ça revient, c'est-à-dire que c'est un moment historique qui a marqué, comme tu l'as dit tout à l'heure, qui a marqué profondément l'histoire récente de notre pays et qui divise encore. Et voilà. François, je voulais vous poser une question. Je voulais savoir quel type de financement vous avez aujourd'hui. Et si vous avez des accords au sein de l'État ou aussi vous êtes obligé à participer à des fonds concursables, comment vous travaillez ça? On est financé. Je préparais la présentation là, dans le passé récent. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la Villa Grimaldi, je vais vous parler un tout petit peu. Après le coup d'État du 11 septembre 1973, le terrain passe aux mains de la Direction d'intelligence nationale d'INA, sous le nom de Caserne Terranova, c'est comme ça qu'il l'appelait.
Et la caserne Terranova fonctionnait comme un des centres clandestins de détention, torture et d'extermination. Dans la période comprise entre 1973 et 1978, on calcule qu'environ 4500 prisonniers politiques sont passés par ce centre, parmi lesquels 226 sont portés disparus. Et 18 d'entre eux ont été exécutés à la Villa du Mal. Voilà pour ce qui s'est passé. Je ne veux pas entrer dans les détails encore à l'époque. Dans le présent, qu'est-ce que cela est, la Villa Grimaldi aujourd'hui? La Villa Grimaldi est un symbole de la mémoire collective du Chili, après avoir été l'un des principaux centres de torture et d'extermination pendant la dictature civile et militaire entre 1973 et 1978. Il est devenu un lieu de lutte pour la défense des droits de l'homme et la préservation de la mémoire historique du pays. Et la corporation du parc, c'est une vision globale, la corporation du parc de la Villa Grimaldi a été créée le 13 juillet 1996 en tant qu'entité privée à but non lucratif. Elle fut déclarée monument historique par le Conseil des monuments nationaux du Chili le 27 avril 2004. Et là, c'est le financement. Elle est financée par la contribution de ses membres actifs, les contributions volontaires des visiteurs, c'est très peu ce qu'on réunit là, du site, ainsi que par des dons et subventions des institutions publiques et privées qui permettent ensemble l'entretien du site et le développement de projets dans les différents domaines du travail de la corporation. Là, quand tu parles des membres actifs, c'est les socios, les partenaires. Les adhérents. Hein? C'est qui adhèrent, Les non? partenaires. Les adhérents. Adhérents. Les adhérents. Les adhérents. Voilà. Et là, la majorité du financement vient de l'État. C'est-à-dire, pardon, question que je voulais te poser, Oui. Porcentuellement, dans l'ensemble des financements, le pourcentage de l'État dans les cas de Villa Grimaldi, mais est-ce qu'on a une idée sur l'ensemble des lieux de mémoire, quelle est la participation de l'État? Porcentuellement, si les chiffres existent. Oui, quelques dates, quelques chiffres. Par exemple, pour le Villa Grimaldi, l'État contribue à peu près avec 278 000 euros. D'accord, c'est ça, pour l'année. Mais quel pourcentage? Pour l'année. Pour l'année. Ensuite, il y a la mairie de Peñalolén, où est située la villa, qui apporte à peu près $1 200, Oui. à peu près $1 200, $1 600 par an. Et c'est ça le total. Parce que les contributions des socios, elle est minimale, c'est-à-dire on demande 2 euros et quelques par mois, 3000 pesos. Donc, et les sociaux, malheureusement, sont devenus de plus en plus vieux, donc ne participent pas. Il y a beaucoup de sociaux qui sont morts. Donc, la quantité des associés commence à diminuer. Et donc, on est très dépendant parce que la contribution de l'État, elle est discutée tous les ans au Parlement. Et les parlementaires, s'ils sont une majorité de droite, disent non, on ne donne rien du tout. C'est-à-dire qu'on représente en réalité 90%. 90%, et ça c'est pour tous les centres de mémoire, c'est pareil. Et donc, par exemple, cette année, il y a eu des centres de mémoire qui ont dû fermer quelques semaines, quelques mois, parce qu'ils n'ont pas reçu l'argent. Et la droite vient de dire non à la subvention de tous les centres de mémoire. En disant non, Villa Grimaldi et tous les centres de mémoire, vous allez recevoir rien du tout l'année prochaine. Mais ça a été discuté déjà, parce que normalement... C'est en train d'être discuté. Être discuté. Le Le Parlement doit être discuté. Alors c'est vrai que tous les ans c'est à peu près la même chose. Oui. Mais l'autre vérité c'est que
à la fin, ils s'accordent, mais sans monter le coût de la vie. Donc la quantité d'argent qu'on a reçue cette année, c'est la même quantité d'argent qu'on a reçue l'année dernière. Donc, et au niveau des salaires des travailleurs, il y a des accords signés, donc c'est très difficile d'arriver à fermer l'année. Et tu peux raconter que tous les ans, il y a 2 mois, à la Villa Grimaldi, qu'on n'a pas d'argent et qu'on doit demander aux associés, aux gens qui ont un peu plus d'argent, qui nous apportent de l'argent pour payer les salaires. Donc c'est une situation délicate déjà, que ça va devenir très compliqué si la droite passe. Et pourquoi tout ça? Parce qu'il n'y a pas une loi. Une loi qui assure l'existence des lieux de mémoire. Et ça fait longtemps que les lieux de mémoire demandent cela. Et ils ont proposé même une loi. Et là, je ne sais pas si vous avez entendu, et il ne faut pas se tromper, parce que le président actuel, il a annoncé lors d'un discours qu'il allait présenter une loi pour le financement des lieux de mémoire. Mais il ne s'agit pas d'une loi. Il faut qu'on soit clair, ce n'est pas une loi, c'est un projet de financement. On se bat, mais on l'a vu, on l'a vu, on a eu un entretien avec lui, j'ai participé à cet entretien, et lui il nous a assuré qu'il allait présenter le projet de loi, et finalement, il ne va pas le présenter, il va présenter ce projet de financement. Mais pas une loi, c'est... Bon, alors, il n'a pas fait. Et j'imagine que si à l'arrivée de quelqu'un d'extrême droite, bon, ça ne passe pas, ça va mourir ce projet. Alors c'est très compliqué, hein, c'est vraiment très compliqué. Malgré tout, on continue à fonctionner, mais on sent qu'on est menacé à ce moment. Alors, la corporation du parc pour la paix Villa Grimaldi est gérée par un conseil d'administration composé des membres qui sont élus par l'Assemblée générale. Parmi les membres actifs, pour la période récente, là, de décembre 2023 à décembre 2025, le conseil d'administration est composé par Alejandro Núñez, qui est le président. D'accord, et là, bon, c'est pas la peine de signaler le nom. Et l'administration, là, c'est des professionnels qui travaillent. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a 22 travailleurs. Il faut assurer les salaires, bien sûr. Et là, bon, ça c'est, je ne vais pas expliquer ça, mais pour avoir une idée de comment s'organise la Villa Grimaldi, le plus important c'est l'Assemblée. D'accord? Et à partir de là, le directoire, et bon, il y a l'administration qui il y a une responsable, et là il y a les différents domaines de travail. Et les visites de la villa en 2024, ça fait ce total-là. C'est un dollar, un euro? Non, c'est les visites. Les gens qui arrivent. Alors, et vous voyez que d'où provient la majorité des gens de la gestion culturelle, c'est toutes les activités que nous faisons, des ateliers, des présentations d'artistes, des présentations des livres. Il y a plein d'activités. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux et les parcours pédagogiques. Et là, il y a une demande qui est assez élevée des professeurs qui font vraiment des efforts énormes pour amener les élèves, parce que c'est très difficile de programmer pour un professeur d'histoire ou d'espagnol, parce que c'est eux qui amènent les élèves en général, de programmer une visite, parce qu'ils sont plein de difficultés au lycée, d'accord? Mais l'année 2024, on a fait beaucoup de visites, et là vous voyez des élèves qui vont, et il y a même des classes de 6e, et
l'équipe de l'éducation a tout un discours adapté en fonction de l'âge des classes qui nous visitent. Et puis là, je vous montre des images aussi, des activités qu'on a fait pendant 2004, et parmi lesquelles il y a revoir l'ambassade. Je l'ai mis à propos, parce que Benoît, il a participé dans ce projet, il est allé présenter à la Villa Grimaldi. Voilà. Et pour nous, là, le travail, c'est là qu'on donne beaucoup d'importance. Le travail de mémoire qui est fait. Ça, c'est gratuit quand il Gratuit. Gratuit. La Villa Grimaldi est ouverte du lundi à dimanche. Ne ferme jamais. Sauf les jours obligatoires. Sauf les jours voilà, et fériés, mais du lundi au dimanche. Et c'est gratuit. Aucune fonction, rien est payé. Rien. Tout est gratuit. Est-ce que l'utilisation des bâtiments, des édifices, peut être louée ou pas? Non. Tout doit être gratuit. D'accord. Tout. Là où est situé Villa Grimaldi, c'est donc ce qu'on appelle au Chili la unité vécinale. Donc et là, il y a une organisation qui s'appelle la Junta de Vecinos. Et donc, la Junta de Vecinos utilise aussi les lieux. D'accord? Puisque ça fait partie de notre endroit de vie. Et il y a d'autres institutions qui fonctionnent aussi, donc on utilise pas mal de lieux des institutions et dont de la Villa Grimaldi. Et autre chose importante, je ne sais pas si vous voulez dire, Marcela, c'est la question des socios. Parce que les structures, comment dirais, les règles, d'accord, de la corporation et accordent la qualité des socios à des gens qui d'abord s'inscrivent, qui payent leur quota et qui participent aux assemblées. Mais nous voulons, la Villa veut, ouvrir la possibilité d'avoir des socios à l'étranger. D'accord? Et donc établir un autre type de relation avec les socios de l'étranger pour qu'ils puissent aussi avoir les droits de tout le monde. Et on est en train de faire ça, la Villa, et avec la secrétaire générale Marcela, est en train de revoir les statuts pour incorporer la qualité des socios étrangers. D'accord? Et avoir une liaison permanente entre ce qui s'est fait, ce qui se passe à Santiago et tous les associés, les socios de l'étranger. Et c'est un peu ça la démarche qu'on est en train d'entreprendre, puisqu'on voit que l'avenir devient compliqué, devient dangereux. Et là, à Toulouse, par exemple, on a présenté cela et on a déjà des gens qui se sont engagés pour devenir volontaires de la Villa Grimaldi. Alors, je ne sais pas comment faire ici. Moi, j'ai opté. Elle n'a pas entendu ce que tu viens de dire. À Toulouse, on a présenté le livre, on a fait ce travail-là aussi. Et alors, il y a des gens qui se sont inscrits sur la fiche pour devenir des adhérents de la Villa Grimaldi. Et là, je vous ai apporté aussi la fiche à remplir. Et si quelqu'un s'intéresse, peut le faire. Et je vais laisser les fiches à Hector. Je vais vous poser aussi une question. Oui, foncièrement, les bâtiments appartiennent, que ce soit Villa Grimaldi et les autres, appartiennent à qui? À l'État. À l'État. Au bien national. Ils s'accordent l'administration pendant 30 ans, 40 ans, donc à la corporation. 50 ans. 50 ans. 50 ans. Voilà. Donc depuis 96. De 50 ans. Depuis 96, 50 ans après, il faut renouveler l'attribution à la corporation. Excuse-moi, je voulais dire une chose, parce que j'ai l'impression qu'il y a un peu
qu'on ait la clarification des choses. Ne pas tous les lieux de mémoire, ils sont reconnus. La grande majorité des sites de mémoire ne sont pas reconnus, 95% ne sont pas reconnus. Ils ne sont pas patrocines du ministère des Monuments Nationaux. Donc ça c'est notre lutte, mais c'est vraiment très, très restreint. Des sites qui sont reconnus et qui ont comme vous la possibilité d'être administrés pour les personnes qui sont intéressées comme ça. Mais la grande majorité des sites de mémoire, ils sont oubliés, perdus, et la majorité des jeunes cherchent et luttent pour se faire reconnaître. Il y a plus d'un millier de sites tout au long du pays où il y a eu des centres de torture, des centres d'emprisonnement, il y a eu des centres d'extermination. Vous connaissez l'histoire de Simón Bolívar, la maison de Simón Bolívar, qu'on n'avait jamais entendu parler de cette maison comme un site d'extermination. Et c'est parce que l'un des gens qui travaillaient là a raconté ce qui s'est passé là-dedans, qu'on a pu connaître l'existence de ce centre d'extermination. Tous les gens qui y tombaient disparaissaient. D'accord. Nous, on a des copains, nous, on a Ángel Guerrero qui est passé par là, qui a disparu, et d'autres. Et donc, il y a à peu près plus de 1000. Et la reconnaissance de la part de l'État de ces lieux-là comme centre de mémoire, comme lieu historique, ça a été très lent, difficile. Aujourd'hui, Borgogne vient d'être reconnu. On a dit d'accord, on va reconnaître que la moitié des bâtiments comme centre de mémoire, mais c'est tout. Ensuite, débrouillez-vous. Comment vous faites pour l'entretenir, pour le convertir vraiment en centre de mémoire qu'on puisse visiter? C'est votre problème. Donc l'État ne contribue pas. Après, il y a tous les sites qui sont normalement des privés. Qui ont été vendus. C'est impossible de récupérer parce que les privés... Et d'autres sites qui sont restés entre les mains de la police ou de l'armée. Oui, la grande majorité des commissariats, les centres militaires... Tous les sites de mémoire qu'il y a au Chili ont été récupérés par la population civile. Non, aucun a été récupéré par l'État. Aucun. Non, mais c'est clair. Voilà. Et il y a un réseau de lieux de mémoire, d'accord, qui fonctionne, d'accord, et la Villa Grimaldi qui a accumulé, c'est le premier site de mémoire récupéré en Amérique latine, vous le savez, et c'est le plus visité. Et le lieu de la Villa Grimaldi qui a accumulé toute une expérience, d'accord, dans la formation des équipes, tout ça, est très solidaire avec les autres lieux de mémoire, et on a tout un travail de collaboration avec eux. Il y a beaucoup, surtout sur le plan pédagogique. La pédagogie, c'est très important. Et alors sur ce plan-là, il y a une collaboration qui est permanente avec d'autres sites de mémoire. Et le cas de Cuatro Álamos, qui vient d'être récupéré, constitué, qui vont commencer à fonctionner comme pareil à peu près dans les miroirs de Villa Grimaldi, et l'équipe d'éducation qui va recevoir les élèves, ils sont en train d'être formés par l'équipe d'éducation de Villa Grimaldi. Donc là, le travail, il y a des difficultés, parfois il y a des désaccords, mais le travail se réalise. C'est ça ce qu'on peut faire, collaborer entre nous. Yo quería hacer una pregunta, si es que la colaboración que ustedes hacen, hay una organización que está funcionando entre todos los sitios de memoria, hay una coordinación de todo. Es una red. Il y en a deux. Vous connaissez les problèmes qu'il y a, c'est comme ça. D'accord, il y en a deux, une qui fonctionne à partir de l'Estadio Nacional et l'autre qui s'appelle la Red des sites de mémoire. La Villa Grimaldi appartient à la Red des sites de mémoire. Et c'est là où il y a le plus
des lieux de mémoire. D'accord? Parce que bon, il y a eu une division à un moment donné, que je ne connais pas trop les causes en réalité. Et voilà, il y en a deux. Mais il y en a. On peut s'adresser à ces organisations-là, sans problème. À la red, d'accord. À la red et avec le 38 et avec la red. Dans la red, avec tous les problèmes qu'ils sont. Oui, c'est ça. José Domingo Caña también. José Domingo Caña aussi. Bon, mais ils sont avec la red. D'accord. ¿Y gente en provincia, por ejemplo? Aussi, il y en a. Oui. Les centres de mémoire en Provence, Concepción, Neltume, Antofagasta, Coquimbo, etc., sont dans les réseaux, la red de... Ah, Paine. ¿Y Villa Dignidad dónde están en este momento? Ils sont en train de... C'est Linares, Colonia Dignidad. Ils sont... Le gouvernement vient d'exproprier, d'accord? Et une partie de ces centres, c'est une vraie, comment dirais-je, hacienda, un fonds. Et la moitié. Donc ils sont en train de... Là, il y a des questions légales, puisque les colons qui habitent là sont en train de réclamer à l'État un paiement plus important. Donc il y a quelques... Et une partie importante des bâtiments aussi sont en train d'être passés à une corporation qui va prendre en charge. Mais avec toujours la même difficulté. Comment on fait ça? Parce que c'est ça la question au fond. Parce que entretenir, transmettre, préserver la mémoire, c'est une question de volonté humaine, c'est une question de trouver les équipes de travail. On en trouve, il y a des gens qui vont s'engager, mais ensuite il y a la question économique. D'accord? Et c'est là que ça peut devenir très très compliqué. C'est pour cela que nous, j'insiste, et nous insistons sur le fait qu'on a besoin d'associer partout dans le monde qui puissent nous aider à financer. Et ça sera un financement, une fois que vous allez vous inscrire, si vous vous inscrivez, on va vous transmettre les informations de comment déposer, comment faire pour que l'argent puisse y arriver. Nous ne voulons pas recevoir d'argent. Pas du tout. D'accord? Nous voulons recevoir les compromis, l'engagement de devenir adhérent, et ensuite voir comment peut-on faire pour apporter de l'argent et vous recevoir là-bas, établir des relations, etc. Et aujourd'hui, c'est plus facile parce qu'on peut se communiquer online. C'est beaucoup plus. La technique facilite le contact. Voilà. Une question. Il y a quelques années, pas longtemps, surtout autour des 50 ans, il y a eu une série d'attaques au site de mémoire des vandalismes, ils sont vandalisés, je ne sais pas si c'est, comment ça s'appelle, la ville a été touchée. Vandalisme. C'est-à-dire, pas nécessairement au niveau de la destruction, mais c'était un jour, la matinée, vers 6 h du matin ou peut-être avant, ils ont installé un grand message sur la villa en disant voilà, ici travaillent ceux qui louent de l'ouverture. Mais oui, attaque physique, non? Oui, parce qu'il y a des autres qui sont José Domingo Caña, la ville agréable est ouverte toute l'année et a des travailleurs qui sont 24 sur 24. C'est-à-dire qu'il y a des surveillants de nuit. Il y a des caméras, donc... Parce que ça aussi, c'est une préoccupation. C'est un des problèmes. C'est un problème, en fait. Parce qu'on voit bien qu'il y a, il y a comme ça s'appelle, l'extrême droite et certains groupes de l'extrême droite qui sont prêts à effacer tout ça. Et donc ça aussi c'est un problème de préoccupation. Est-ce qu'au niveau de l'État, il y a
une aide au moins pour ça. Pour protection, pour... Non. Non. Et je pensais que la nouvelle loi, il devrait le contempler. Mais par contre, la villa, heureusement, parce que là on avait eu peur aussi que le maire ne soit pas de gauche ou de centre de gauche. Parce que là il a eu le risque à Peñalolén, il y a eu la différence entre 148 voix entre la droite et la gauche. Donc heureusement il est passé un maire de gauche. Et le maire de gauche a réassuré l'engagement. Et chaque fois qu'il a une difficulté, envoie rapidement la sécurité municipale. Donc, de ce point de vue-là, on est un peu Pour protégé. le moment, on est protégé. Mais c'est pas évident. J'avais une question. Dis-moi, ça serait peut-être bien de numériser pour l'envoyer plus facilement dans des régions au Chili éloignées. Ne serait plus un livre. Mais ça ne serait plus un livre aussi. Et on a tenu à cela. On va les C'est pour cela qu'on n'a pas fait encore. On est en train de réfléchir. Oui, on va les faire. Oui. On réfléchit à ça. Ouais. Mais le livre que j'ai, il est tellement... Ouais. Oui, juste la coûte cher aussi. On parlait au début de la présentation de Villa Grimaldi, des problèmes que les gens étaient vieux. Et il faut penser que les coups d'État, c'est il y a 52 ans. C'est à 52 ans, les gens qui témoignent aujourd'hui, à l'époque il avait 40, 50, bah, il y a très peu qui sont... Et donc, dans les équipes, dans la... comment dire, les gens qui acceptent de faire le travail, est-ce qu'ils sont des gens qui viennent de la lignée des témoins directs, par exemple, des gens qui travaillent? Qui travaillent ou qui sont associés au travail. Je ne sais pas, je me pose la question d'une autre façon. J'ai l'impression, mais c'est une impression depuis la France, avec l'expérience de la France, où par exemple dans notre association, on a été incapable d'associer plus que les exceptionnés et quelques autres personnes. Pas les enfants, les personnes. Pour diverses raisons, enfin. Et ou des autres chiens qui ne sont pas forcément des gens. Et donc, je transpasse ce questionnement au Chili, qui autour des sites de mémoire, quand on voit les dirigeants, tout le monde, sont tous des exceptionnés ou des militants, sont des gens qui ont été associés à ce qui s'est passé pendant la période. Au début, oui, ça a été comme ça, mais aujourd'hui, ça commence à changer. Voilà, c'est ça ma question. Est-ce que le Chili, le travail de mémoire, il a réussi à passer le cas des militantisme entre guillemets? Ouais. Ouais. Ça dépasse avec des... Bon, là, tu vois les sites, par exemple, des élèves là. Et nous, un des objectifs du directoire actuel, c'est parce qu'on trouvait que l'analyse qu'on a faite, c'est que la ville, elle était un peu enfermée. Et on a compris, vu la situation politique, qu'il fallait sortir la ville, que la ville s'ouvre au territoire. Et pendant tout notre travail, on a fait cela. Et c'est un travail, si on fait un bilan, qui est très positif. On garde beaucoup de relations avec Peñalolén, fondamentalement, avec l'Hormida, la Faena, d'accord, des lieux qui nous entourent, avec des juntas de vecinos. Et la ville sort. Et c'est là que, je vais le dire comme ça, on gagne des adeptes, des gens qui viennent, qui s'approchent à la ville. Par exemple,
ce livre-là a attiré beaucoup de gens qui ne visitaient pas la ville. Et il y en a qui sont devenus des sans-abri. C'est avec des projets comme ça qu'on attire les gens parce qu'ils visitent la ville et ils se rendent compte du travail qu'on fait. Voilà. Alors ça évolue, ça change. Il y a une équipe de production audiovisuelle qui est nouveau. Dans le réseau, oui. D'accord, une équipe nouvelle. Et ensuite, il y a le travail avec les voisins. Nous, on a formé une Junta de Vecinos, donc on l'a créé, je suis le président. Et donc, on est très associé à ce qui se fait à la Villa Grimaldi. En plus, à travers ça, on est arrivé en tant que Junta de Vecinos Villa Grimaldi à l'association des Juntas de Vecinos de todo Peñalolén, donc aussi on nous intègre et on les invite, on fait des activités. Donc, l'idée de sortir de la ville vers les territoires est en train de se réaliser. Et de cette façon-là, on peut gagner des adhérents. Parce que la question, au fond, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, là. Ceux qui font le travail, qui ont fait le travail, sont en train de disparaître. Donc on ne veut pas que la villa souffre une question de mort naturelle. Donc il faut faire que la jeunesse s'intéresse et puisse participer. En plus, il y a l'équipe de travail professionnel. La villa est devenue un lieu de travail professionnel. Il y a des éducateurs, des profs, des administrateurs, n'est-ce pas, des gens comptables, des avocats, et donc travail. Et donc c'est un lieu de travail professionnel qui fait un travail autour de la mémoire. Mais c'est vrai aussi qu'il faut renouveler l'Assemblée. C'est l'Assemblée qu'il faut renouveler. Et la force, justement, de la villa, elle est là, dans l'Assemblée. Voilà. Claudia. Si je voulais dire quelque chose en relation à ce que vous disiez sur les enfants, je pense que ça arrive en fait. Je pense qu'on se retrouve. Mais c'est tellement... dans notre enfance, il y a eu aussi quelque chose de tellement tabou qu'on ne s'est pas reconnu tout de suite. Et moi, c'est qu'aujourd'hui, des gens avec qui on est arrivé en même temps au Chili, après l'exil de mon père, et c'est qu'aujourd'hui où on se reconnaît et on se rend compte qu'on a des mémoires communes, des souvenirs communs. Mais pendant toute la période où on s'est croisés dans les couloirs de l'école ou des choses comme ça, on ne s'est jamais parlé. Et je pense que c'est quelque chose qui est très progressif, en fait. Et qui est aussi très... Voilà, comme tout le monde a du mal à parler, ben, je pense que c'est la même chose pour les enfants. Oui. Ça met du temps, ça met du temps. Ça met du temps parce que tout ce qui s'est passé a provoqué une profonde blessure. Petit à petit, on commence à parler. Petit à petit, on commence à assumer. Petit à petit, on commence à se guérir. Et voilà. Et, par exemple, vous savez qu'au Chili, ici aussi, il y a ce qu'on appelle l'anticommunisme. Chez les jeunes, ce n'est pas le cas au Chili. Les jeunes, ils ne se déclarent pas anticommunistes. Ça, c'est pour les gens plus âgés. Je ne sais pas si c'est le cas ici, hein, mais au Chili, c'est comme ça. C'est comme ça. Et, parce que, bon, vous savez qu'il y a la candidate qui est communiste, voilà. C'est-à-dire, le contexte aujourd'hui, il est différent, les choses ont changé, les choses ont évolué, mais la mémoire, elle persiste. Et si elle persiste, c'est justement, je ne dirais pas totalement grâce au lieu de mémoire, mais les lieux de mémoire
apporte beaucoup, beaucoup, beaucoup à le maintien de la mémoire. Ah, et moi aussi je voulais ajouter par rapport à cette idée de trauma collectif, aussi il y a eu à ce moment au Chili quand il y a eu l'estallido social et que même les générations qui n'ont pas vécu ou qui n'ont pas eu, comment dire, que leur famille ne l'ont pas transmis une mémoire, quand même il y avait quelque chose dans la conception collective. Par exemple, moi ça m'est arrivé en venant en France de voir les militaires dans la rue et c'était hyper violent. Juste, en fait, c'est impossible de ne pas associer un militaire dans la rue à ce qui s'est passé. Et au Chili, ça a été le moment où ils sont ressortis et tout le monde se disait il y aura un coup d'État parce que c'est vraiment ça, comme ça que ça fonctionnait, ce trauma collectif. Et même mon père, par exemple, il m'expliquait, mais t'entends là dehors, on entend l'hélicoptère. Pour moi, ça veut dire que maintenant, là, ici, on peut recevoir une balle qui vient de l'hélicoptère. C'est ça ce qui se passe. Et en même temps, ma mère, qui avait pris la même attitude, mais inconsciemment, juste du fait d'entendre cet hélicoptère au-dessus de la maison, elle a pris la même attitude qu'elle vivait pendant ces ans de dictature. De « Ah, moi je reste chez moi, je ne vais pas sortir, et je parle à personne, il faut que je sois calme, et je vais me cacher, je ne vais rien faire. » Et mon père, son attitude que, bon, il continuait à voir, mais qu'il dormait en écoutant la radio à pile pour savoir qu'est-ce qui se passait, et tout le temps en train d'écouter. Et même, il y a ce trauma collectif qui reste au-delà des générations. Et je me dis justement, comme c'était marqué dans le diaporama, quand il y a un trauma psychique, qu'est-ce qu'on fait en général? On va en thérapie, et les thérapies, ça passe par la parole. Et là, nous, en tant que société, on n'a pas fait cet exercice justement d'en parler, parce que, en fait, oui, il y a cette mémoire, mais ça passe au niveau, comment dire, de la rue, des gens, c'est un peu autogéré. Les institutions font plutôt, et ils ont une volonté opposée, justement, qui n'y est pas. Et de programmes scolaires, on parle, même là, le dernier ou avant-dernier gouvernement, je ne sais plus, mais ils ont levé l'éducation civique des écoles. Et classes d'histoire aussi. C'est ça, et ils font toujours ça, un peu d'aller contre cette volonté de pouvoir justement en parler. Et c'est ça ce qui, en fait, qui complique justement le fait, parce que même juste de parler de mémoire, c'est automatiquement associé à quelque chose de gauche, quand c'est quelque chose que ça va au-delà des idéologies politiques. Même, par exemple, en France, dans le programme d'histoire géo, ils nous ont bien appris à la mémoire, c'est important parce que, et suite au négationnisme, mais aussi aux erreurs qu'ils ont fait dans la Deuxième Guerre mondiale, et quand même il y a eu cette reconnaissance, mais l'État chilien fait un peu l'opposé. Oui, mais ici on ne parle pas nécessairement, tu vois, de l'esclavagisme. La France, il a participé, il s'enrichit. On ne parle pas non plus de la guerre d'Algérie. Toi et l'Holocauste, la question de l'extermination juive versus la guerre d'Algérie. Tu dois chasser mon prof. C'est un peu compliqué. Non, et même aussi. Chaque pays a ses problèmes avec son histoire. Oui, bien sûr. Par contre, je crois que ce que tu as dit, qu'il y a un processus forcé. Et moi, je l'ai vécu dans ma famille. Mon frère a été arrêté à la Villa Grimaldi. Et pendant 30 ans, il n'a pas dit à ses enfants. Et 30 ans après, il a écrit un bouquin. Et il a donné à sa famille, à tous ses enfants. C'est incroyable. Et parce qu'en plus, avec lui, on parlait, moi, il était exilé. Et en plus, lui, il n'était pas militant. Et on l'a arrêté parce qu'il a voulu récupérer un local, que c'est le local de la librairie du monde diplomatique, qui, à ce temps-là, au temps de l'unité populaire, était un local, une librairie maoïste. Et la DIN a pris le local. Et mon frère a fait toutes les démarches légales pour récupérer le local. Et ils l'ont arrêté et après ils l'ont libéré 12 jours après. Mais lui, c'était très compliqué
pour raconter. Il y a l'autre côté aussi. Nous, on a été persécutés, etc., donc au milieu de la dictature. Et avec avis sur les unes des journaux, nos photos, etc., c'était vif ou mort, là, on cherchait. Et donc tout ça, heureusement, on s'est sauvé. Et donc on a vécu ça. Mais lorsqu'on a voulu raconter ça à nos filles ont dit non, je ne veux pas, non, je ne veux pas écouter. Je ne veux pas écouter cette période de souffrance, de peur. Donc la transmission, c'était difficile et compliqué. Ah, c'est sûr. C'est pas agréable. Par rapport à cette transmission générationnelle de la mémoire, parce que c'est l'un de mes sujets de recherche. Et donc, bon, déjà, je trouve que c'était magnifique d'intégrer des témoignages des personnes qui n'ont pas vécu le 11 septembre, mais qui sans doute l'imaginent. Et je me suis sentie... Enfin, d'abord, j'avais lu, parcourant le livre, j'ai vu qu'il y avait la question de la transmission de la mémoire. Je me suis dit, c'est vrai que face à ce livre, je me demande comment mes parents ont vécu les coups d'État. Mais ils ne m'ont jamais fait le récit très détaillé. Ensuite, tu dis que tu intègres le récit de la deuxième génération. Et ça m'a fait penser que dans ce qu'on appelle la post-mémoire, la mémoire de deuxième génération, très souvent, on porte, nous, des souvenirs, mais aussi vifs que si c'était les nôtres. Alors que, enfin, je ne sais pas si ça arrive aux autres, mais j'ai lu que ça pouvait arriver aux autres. Moi, ça m'est souvent arrivé. Par des choses que j'ai imaginées, ou que j'ai entendues, ou que je suppose, ou pour lesquelles je n'ai que quelques indices. Donc je trouve très beau, très belle cette idée de donner une consistance à ce qu'on appelle la post-mémoire, mémoire transgénérationnelle, en établissant un dialogue avec la première génération. Je crois que c'est là vraiment un travail magnifique. En plus de la transversalité sociale, puisque oui, c'est ça, donc c'est vraiment ce travail transversal comme ça, je trouve que c'est extrêmement riche. Je suis très contente de mon exemplaire qui est par là. Qui est par là. Non, mais c'est vraiment un matériel de réflexion, de travail. Oui. C'est vrai que nous, dans l'association, on a fait un travail il y a quelques années sur des témoignages des militantistes que le fond il est au Chili, il y a le Musée de la Mémoire. Et ici, il y a la bibliothèque Guérantais. Comme fond, quelques étudiants peuvent aller voir. Et nous, on s'est rendu compte, avec cette fond, il y a une centaine de témoignages visuels, de vidéos, que la plupart des militants, quand on dit des militants de toutes sortes, hein, des militants politiques ou religieuses, il y a beaucoup de religieuses qui sont, mais qui ont considéré le militantisme comme l'époque des socialistes, c'est-à-dire l'implication dans la vie sociale des peuples et puis comment essayer de changer la condition du peuple, dans ce sens-là. On n'a pas fait un archive sur les politiciens, on a fait sur les parcours des mêmes. Et pas la plupart, mais une quantité très importante des personnes qui sont données les témoignages, ils se disent, avec ça, je vais pouvoir me donner à mes enfants pour qu'on puisse parler de ça, qu'on n'a jamais parlé. On n'a jamais parlé de ça parce que je n'ai pas eu l'éducation, je n'ai pas eu le bon, je n'ai pas trouvé, je n'ai pas eu le courage. Ou parce qu'on se sent diminué, on se sent pas très important. Il y a beaucoup d'explications pour ça. Et ça, si ça se passe à ce niveau-là, au niveau des protagonistes directs, imaginons pour la société, comment il ne veut pas. Il ne veut pas, non, c'est passé. Et donc, d'où l'importance une fois que le travail de mémoire est fait, de la diffusion, de comment faire pour passer de travailler ça au lycée. Nous, on se dit que le travail qui est le plus important que nous fait à ce moment-là, qui peut avoir des échos
à part les faits qu'on fait avec pour les militants qui ont fait des activités tout le temps, des rencontres, mais qui en général sont des militants, des militants. Mais le travail avec les jeunes, que si on arrive à faire des choses avec les jeunes, ça c'est quelque chose qui permet de passer le cas et avancer vers un autre secteur qui ne connaît pas. Ils ne vont pas devenir forcément militants, mais au moins qu'ils vont savoir qu'au Chili, il y a eu, quand les lycéens ils parlent, ils nous écoutent les commissions de pétition, les États nationaux, parce qu'ils voient le Chili comme autre chose, ils n'imaginent pas. Mais si on redise l'histoire, quand on veut quand les pays vivent des processus comme celui qui a été vécu au Chili, c'est le silence qui s'installe au début. Et le silence dure un temps. On ne veut pas reconnaître. Parce qu'il y en a eu ceux qui ont participé, ceux qui n'ont rien dit, ceux qui ont... Il y a tellement de figures là, et le silence s'installe. Et il faut casser ce silence, mais il faut du temps. Il faut du temps. Là, par exemple, dans ce livre, il y a déjà, là, une fille, là, par exemple, elle me dit, c'est la première fois que je parle sur ça. Lors de l'atelier, c'était la première fois qu'elle parlait du coup d'État. Et là, je ne sais pas, vous allez voir l'indice de ce livre, je l'ai divisé en 3 parties. Et vous allez constater que les témoignages sont différents. Dans la première partie, il y a les gens qui étaient adultes le jour du coup d'État, les adultes. Après, il y a des enfants. Et c'est complètement... Ça a été très intéressant de travailler la mémoire de ces personnes-là, parce qu'ils avaient comme des flashs comme ça, et il a fallu réunir ce flash-là pour faire un récit. Et après, il y a les gens qui n'ont pas vécu le coup d'État, mais qui ont raconté comment ils se sont informés et comment ils l'ont intégré à leur mémoire. Et c'est pour cela que j'ai divisé l'indice en 3 parties. Tout a une logique, hein, voilà. Moi, je voudrais vous remercier. Je voudrais ajouter 2 autres choses. Oui. D'abord, que nous sommes en train de faire pour la 2e et 3e génération, d'avoir des témoins pour voir comment vous avez vécu peut-être toutes ces années-là. Parce qu'à tous nous avons passé, qu'il a fallu du temps pour raconter notre histoire. Et aussi, je crois que de plus en plus, les jeunes ils commencent à connaître cette histoire, mais on voudrait savoir comment ils ont vécu aussi toute cette période, surtout dans l'exil. On essaie d'enseigner. Nous avons déjà fait, je crois, une dizaine de gens. Et que nous mettrons tous ces témoignages dans la contemporaine, que c'est la bibliothèque d'Anantère, l'Université d'Anantère, où ils sont tous nos témoignages, et on va les mettre aussi pareil, parce que ça nous paraît intéressant. Et là, on a eu même quelqu'un qui c'est la petite fille d'un camarade. Et c'est important de voir toutes ces versions. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est qu'on voudrait remercier Marcella et Philippe, des grands amis et camarades qu'on se connaît, qu'on a vécu ensemble un peu de l'exil à Bordeaux, et on continue. C'est-à-dire que Villa Grimald et le Musée de la Mémoire, il a tous ces témoignages que nous nous donnerons. Suggestion donnée, je ne sais pas si vous donnez le livre au Musée de la Mémoire, je crois qu'il faut. Une autre suggestion, c'est que nous avons fait, parce que nous avons fait aussi un livre, ce qui s'est passé à l'Université catholique de Chili, et on a mis par PDF pour qu'il soit réparti tout le monde. L'importance qu'il soit connu. C'est ça le plus important. On est passé déjà, peut-être on va sortir des livres-objets, on n'aura pas l'objet, mais je crois que c'est une façon, parce qu'on ne peut pas s'occuper, je crois qu'il faut aller au-delà. La deuxième chose, c'est que nous continuons comme association à faire beaucoup de choses, 1 fois par mois à peu près, à la Maison d'Amérique latine. Donc, jeudi prochain,
Victor, il sera présent parce qu'il nous va parler sur tous les problèmes actuels, situations actuelles. Il sait que c'est la mensonge, la réalité de la mensonge, des mensonges qui passent au Chili et dans le monde actuel. C'est-à-dire que c'est ça qui se joue. C'est pas seulement au Chili, mais au problème. Et la troisième chose, c'est qu'on collaborera, on aura tout ça, tout ce qui montre ça, nous on fera des campagnes. Ne vous inquiétez pas, petit à petit, on fera comment travailler de mieux en mieux pour pouvoir coopérer avec notre pays. Mais avant de partir, je voudrais, si quelqu'un s'intéresse à remplir maintenant, encore cette fiche-là. Je voudrais vous raconter une anecdote, là parce qu'il y en a eu plein. Et mon petit-fils, il me voyait travailler quand j'étais en train d'éditer le témoignage. Il s'approchait de moi tout le temps et il me disait, mais abuela, personne ne va te payer pour ça. La première chose. Là, il fallait expliquer, c'est important d'expliquer là, pas tout le temps les choses qui étaient payées. Et après, il a fait son témoignage. Et il avait à ce moment-là 9 ans. Et il a fait son témoignage en disant que son abuela lui avait raconté le coup d'État. Et après, quand j'ai publié le livre, à chaque fois, je disais, mais mon témoignage, il n'apparaît pas. Mais il était trop petit. Mais là, c'est comme ça que ça se transmet la mémoire. Et bon, je vous remercie à tous et à vous, une dernière annonce. Particulièrement. Et avant d'applaudir très fortement, Marcella, je voudrais aussi faire une autre annonce. Le 17 octobre, on va présenter justement un livre que j'ai écrit qui parle de la deuxième génération et j'aimerais beaucoup qu'on puisse avoir une discussion comme celle-là. C'est la post-mémoire à l'œuvre, art et traumatisme politique à travers les générations et je compte vraiment sur un dialogue possible, voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup, vraiment c'était magnifique, Marcella. Et à la Maison de l'Amérique latine à 19h, on va envoyer l'annonce, mais je crois que c'est dialogue transgénérationnel. Oui. Quand? Donc on a